Bonjour à vous qui êtes comme nous atteints et atteintes du syndrome ciné. Bienvenue pour cet épisode 3. Oui, c'est ça, le troisième épisode de notre série de podcast pour la 53e édition du Festival La Rochelle Cinéma, FEMA pour les intimes. Une série que vous pouvez suivre tous les jours pendant le festival jusqu'au 5 juillet. Il est complètement fou, ce mec. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Serial killer. Tueur en série. Serial killer. Et donc hier matin nous sommes allés voir avec Olivier un après-midi de chien. Donc on va commencer par ça, une découverte, on l'avait jamais vu tous les deux. De Sidney Lumet donc. Et Olivier, est-ce que tu avais vu d'autres films de lui avant? Par 12 hommes en colère, rien. Et t'avais aimé celui-là? Alors, je l'ai vu il y a 8-9 ans, j'en ai un souvenir encore assez clair, et je me souviens que j'ai vraiment surkiffé. J'avais d'autres trucs à redire, mais sinon c'était super. Non, si je te parle de celui-là, du coup, c'est parce que c'est un... Bah, en fait, un après-midi de chien, c'est aussi également un huis clos, finalement. Ou presque. Presque, mais... Voilà, qui a quelques séquences en extérieur, mais on triche un peu, mais ouais. Et je trouve que dans celui-là, il gère un tout petit peu moins bien l'exercice du huis clos. Un petit peu. Alors le film est très bien, Oui, on va là-dessus, dire tout de suite, le film est génial. Ouais. Inspiré d'une histoire vraie, d'un fait divers qui s'est passé à Brooklyn en 1972. Et c'est un mec et son pote qui ont braqué une banque alors qu'il y avait quasiment rien dans la banque en question. Et donc la prise d'otage avait duré toute la journée. Et donc il raconte cette histoire. Le vrai nom du gars, John Wojtowicz. Okay. Ouais, John Wojtowicz. Bref, c'est ça. Mais oui, donc là, dans celui-là, je le trouve très bien, mais je trouve qu'il gère un peu moins un peu moins bien l'exercice du huis clos, car je trouve que finalement, le personnage d'Al Pacino, il a pas tellement d'évolution. Enfin, il en a, mais il y a moins d'évolution dans les relations avec les autres personnages, tandis que Henry Fonda avait une évolution avec les autres Puis même jurés. Tous les autres jurés de 12 hommes en colère étaient extrêmement bien caractérisés, et avaient tous une évolution qui était plus ou moins rapide, donc ouais. Là, il se concentre sur d'autres personnages qui sont peut-être un peu moins intéressants, mais qui comptent quand même, mais c'est juste voilà, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas plus développé les relations avec les otages, parce qu'il y a un champ contre champ à la fin qui est magnifique et qui aurait pu avoir beaucoup plus de force si on avait justement créé plus de relations. Voilà, mais globalement c'est un très très bon film, on s'ennuie pas trop. En soi, je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a des petits soucis de rythme, même si c'est plutôt bien foutu. Je suis d'accord sur l'évolution des persos, ce qui est marrant, parce qu'il les creuse pas mal dans sa première demi-heure, et surtout leur petite relation. Et il y a des trucs qui sont un petit peu attendus. On se dit, oui, bon, le braquage se passe pas comme prévu. Il y a certains moments où ils vont développer des petits passages de complicité, commencer à faire des petits jeux ou des trucs comme ça. Petit moment de comédie qui passe plutôt bien. Qui, oui, en plus sont marrants. Surtout que le film fait beaucoup ça au tout début pour qu'on puisse s'attacher au personnage d'Al Pacino. Notamment, il le représente comme quelqu'un qui connaît plein de trucs sur justement son sujet, sur la banque, sur comment braquer, mais qui est un peu nul. Loser. Oui, t'as tout à fait raison là-dessus, mais qui foire plein de trucs. Et justement, ça le rend attachant par ce biais-là, et c'est quelque chose qu'il oublie un peu plus. Et après, il a plus à cœur de creuser ce personnage et ses relations avec d'autres personnages qui vont aller amener à d'autres moments du film. Et c'est vrai que ça marche peut-être un peu moins bien. Et c'est aussi pour ça que personnellement j'étais plus dedans. Enfin, j'étais pas à fond dans la tension dans les 10 dernières minutes du film, tu vois, tout son climax et tout, parce que justement malheureusement l'attachement perso se perd un petit peu vers la fin. Et aussi à part ça, ce film m'a permis de mettre un truc sur la réal de Lumet. Je m'étais demandé sur 2 hommes en colère si c'était quelqu'un qui réalisait classique parce que c'était ses débuts, ou si c'était vraiment son style comme ça. Et du coup j'ai réponse, c'est quelqu'un qui a un style plutôt classique, pas mal mis en scène loin de là, mais qui va pas se casser le cul, va faire souvent des champs contre champs, pas mal de panneaux, des trucs comme ça, et c'est pour ça que personnellement je considère peut-être aussi la réa de 12 hommes en colère légèrement supérieure. Il y a un petit peu plus de jeu de focale, et surtout on a un noir et blanc qui vient sublimer un petit peu le tout et rend bien sur des têtes graisseuses, même si à nouveau on a des personnages qui transpirent sont pas bien, et oui, tout. c'est vrai, ouais. C'est intéressant, donc voilà, assez d'accord avec toi sur
les Après, petits soucis. dans sa mise en scène, il est aussi pas mal dans l'exagération. Oui. Typiquement, quand là, donc on a ce braquage et puis il y a l'intervention des policiers donc qui ramènent le GIGN, les 3 Oui, hélicoptères. c'est Enfin, vrai, c'est le bordel partout dans les rues. Et juste pour un mec qui a un flingue Oui. dans une banque qui retient 9 otages. Ouais, pour de quoi. Voilà, t'as l'impression qu'il y a l'armée qui est Oui, dehors alors c'est que vrai. c'est juste un braquage de banque. Enfin, c'est quand même un braquage de banque, mais bon. Surtout qu'il est très politique là-dessus en plus. Il y a C'est ça, il vraiment est très une- politique et qu'il va critiquer justement il y a- la police, Ouais, les médias aussi, beaucoup. Les médias dans Network, c'est ça, et la justice un peu aussi. Oui, c'est d'ailleurs. Ouais. Dans Les Hommes en colère et aussi dans celui-là. Bah, c'est quelqu'un qui s'intéresse à des personnages plus prolétaires. Voilà, on voit que Al Pacino il vient braquer Oui. une banque. Pourquoi? Parce qu'il Oui. galère avec le fric, parce que Ouais. c'est un étranger Aussi. qui galère à travailler. Donc, Il sert aussi de certains trucs que la police, par exemple, ont pu faire 6 mois avant durant un autre braquage qui s'est mal terminé où des innocents ont été tués. Ce qui lui permet d'ailleurs de se mettre une partie de la foule aussi dans la poche. Ouais, on sent qu'il est très très critique par rapport à ça. Bon, en même temps, c'est un gros gauchiste, donc c'est pas très étonnant non plus. c'est ça. Mais aussi, il y a ça, c'est que ce qui est bien, c'est que le personnage d'Al Pacino devient presque une icône, une figure dans le quartier, avec sa façon de se comporter, etc. La scène où il renvoie le fric Oui, à la oui. foule, c'est assez marquant. Mais je trouve que, pareil, il n'y a pas d'évolution dans le regard, Non. à la fois dans les médias et à la fois dans la foule Ouais. qui observe la prise d'otage, quoi. Ouais, il y en a une très légère par rapport à la révélation entre guillemets du coup de son homosexualité et tout, ou en tout cas de sa relation avec Léon, pour le dire avec l'accent. Mais sinon c'est vrai que ouais, ça aurait pu être intéressant de creuser aussi un petit peu plus de ce côté-là. Voilà, on va faire très court aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de trucs à faire. Mais maintenant, Thomas va vous parler d'un tout autre film. Oui. Moi, Revenons en France voilà. avec J'ai beaucoup hésité, mais Maurice Pialat. Voilà, j'ai beaucoup Attends, hésité, c'est mais j'ai Maurice été. Pialat Oui, c'est Maurice. Ok, c'est bon. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai été. Voilà, je me suis senti contraint, obligé de retrouver, d'assister à ce rendez-vous avec Maurice Pialat, parce que la première fois que j'ai vu ces films, c'était à La Rochelle. L'avant-dernière fois qu'on y était, je crois, je sais plus exactement quelle année. Et donc c'était avec Arsène, on avait découvert un peu par hasard Nous ne vieillirons pas ensemble, et surtout Sous le soleil de Satan qui m'avait beaucoup perturbé, endormi, fasciné. C'était une expérience très étrange. Du coup, pendant plusieurs mois, j'ai eu beaucoup de mal avec Maurice Pialat. Et puis un jour au pif, chez moi, j'avais testé son Van Gogh, qui est absolument merveilleux. Du coup, j'étais un peu le cul entre deux chaises en mode bon, j'aime ou je déteste Maurice Pialat. Je ne suis pas au courant, je ne sais pas du tout. Machin. Et donc, comme il programme son tout premier film cette année, L'Enfance nue, et j'y suis allé. Et spoiler, L'Enfance nue, c'est très 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 bien. Du coup, je vais être contraint de voir un peu plus de Pialat pour être plus serein dans le fait de dire que j'aime beaucoup ce qu'il fait. L'Enfance nue, c'est l'histoire de François, c'est un gamin de 10 ans qui est un enfant de l'ASE, comme on disait encore il y a quelques années, donc c'est de l'aide sociale à l'enfance. Donc on va le suivre, brinque-ballet de famille en famille, de famille d'accueil en famille d'accueil, dans le nord de la France. Et c'est absolument merveilleux. Moi, il y a quelque chose qui me rappelle beaucoup... nous ne vieillirons pas ensemble et Van Gogh aussi d'une certaine façon. Je vais reprendre l'expression de la personne qui présentait le film avant la projection, qui disait que c'était un film de bloc et que c'est un peu ça. C'est que c'est un film de bloc. C'est une succession. Là où des films narratifs ultra prenants et ultra divertissants sont plutôt des films linéaires très très fluides. Là, c'est ces films, parfois, c'est plutôt une succession de blocs, une succession de scènes, De séquences, ouais, ok. une succession de séquences comme ça, qui crée quelque chose de très particulier, puisqu'on peut avoir 2 minutes d'une scène très touchante où le petit, il parle avec sa nouvelle grand-mère, ou sa grand-mère adoptive, on va dire ça comme ça, avec laquelle il va avoir un moment très touchant, et puis cut, premier jour d'école, il y a des grands qui veulent... qui l'emmerde parce que c'est un nouveau et il se tape avec et ça va durer 30 secondes et puis cut, nouvelle séquence et on va vivre la vie de ce gamin de façon très brute, de façon assez nue et simple finalement, comme le dit le titre du film, et c'est très 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 beau. Moi j'étais pas mal retourné par le film, donc bref, non, je recommande. Donc si jamais les 2 premiers films que vous voyez de Pialat vous mettent sur le carreau, n'hésitez pas à réessayer, il y a moyen que vous trouvez ça très très beau sur le tard. En tout cas, commencez pas par Sous le soleil de Satan, je vous en supplie. Ça va être un truc très spécifique dans sa carrière. Allez voir À nos amours, il paraît que c'est très bien, je l'ai toujours pas vu, mais il paraît que c'est son plus populaire et le plus marquant. Et non, il y a plein de choses très très belles chez Pialat. Voilà. Et notamment L'Enfance nue, qui vient d'être restauré.
Et donc après avoir bien mangé, je suis allé voir un documentaire, alors documentaire ukrainien entre guillemets, parce que c'est une coproduction entre l'Ukraine et plein de pays, mais par une jeune réalisatrice ukrainienne, qui s'appelle Ukraine, la guerre ordinaire, qui m'a fait penser à un autre film ukrainien qu'on avait vu il y a 3 ans à La Rochelle, quelques mois après l'invasion russe de février 2022, donc qui s'appelait Atlantis, un film absolument merveilleux, extraordinaire, grandiose de Valentin Vasilevich. Donc puisque c'était un film, pour faire très vite sur le film de Valentin Vasilevich, Atlantis, c'était un film d'anticipation de 2019 qui se proposait d'imaginer qu'il y a eu une guerre entre la Russie et l'Ukraine qui s'était finie il y a quelques années. Et donc c'était un espèce de film de SF d'après-guerre qui se passait dans 5-6 ans. C'est un truc très très particulier qu'aujourd'hui on sait qu'il y a effectivement eu une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et bref, c'était un film très terre à terre qui utilisait très peu de mouvements de caméra, qui faisait des scènes très très longues, souvent en un seul plan, des scènes essentiellement en un seul plan. Et on a un dispositif un peu similaire et même des scènes un peu similaires dans le film de, je l'ai pas cité encore, Olga Djuva, qui va nous filmer l'arrière-front plutôt que l'après-guerre. Elle va se refuser à filmer le conflit, à filmer les cadavres de soldats, mais elle va filmer le front au sein de la ville qui continue de vivre. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle va se refuser à filmer le conflit. Elle va filmer ce qu'il y a autour, elle va filmer les familles qui attendent, les mères qui attendent, les gens qui veulent, les gens qui, quelques heures après le début de l'invasion, attendent dans une gare qu'enfin un train puisse repartir vers l'ouest. Elle va filmer beaucoup de segments, beaucoup de choses assez merveilleuses comme ça. J'ai précisé que j'avais mangé juste avant parce que je me suis tapé une énorme envie de sieste sur la première demi-heure du film, ce qui a rendu le début du film très compliqué. Ce qui m'a secoué, ce qui m'a ramené dans le film, c'est peut-être la plus belle scène du film que je vais essayer de vous décrire. Pendant plusieurs minutes, la caméra de Olga Djuva, elle est sur le siège passager d'un camion et ça filme le devant de la route. Donc c'est un camion qui roule sur une espèce de route montagneuse avec de la neige partout. Voilà, pendant plusieurs minutes, on a juste le bruit de la voiture, pas de musique, aucune musique dans le film, ou très peu. Le pare-brise qui passe devant de temps en temps. Bon. Et puis au bout d'un moment, on va avoir des gens sur le bas-côté de la route qui posent un genou à terre en regardant le camion. Puis ça continue. Puis on sait pas trop pourquoi. Puis on va en revoir 30 secondes plus tard. Et puis il y en aura de plus en plus. Ah ouais, voilà. Moi j'ai compris. Toi, tu as compris. Moi, j'ai eu la merveilleuse expérience d'être crédule. C'est-à-dire que je me suis demandé, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce camion ? J'avais envie d'un miroir en fait pour comprendre c'est quoi, qui suis-je exactement. Et oui, voilà, ce que tu as peut-être deviné, c'est qu'au bout de quelques minutes, on a l'explication. C'est à l'arrière de ce camion, il y a un cercueil de soldats ukrainiens qui revient auprès de sa famille pour être enterré. Et c'est ce genre de scène tellement simple mais tellement touchante dans le minimalisme de ses effets, quoi. Parce que le hors-champ. Parce qu'il y a presque rien en fait. Ouais. C'est-à-dire que même dans le champ, on va pas tout indiquer. C'est ça. Parce qu'on te laisse avec on te montre des plans, on te fait écouter des témoignages. Ce qu'elle fait beaucoup, et c'est là aussi qu'elle revenait d'une certaine façon du côté de Atlantis de Valentin Vasilevich. C'est deux films qui aiment bien filmer des espaces abandonnés ou des espaces un peu vides. Dans Atlantis, c'était un rapport à l'anticipation, à une espèce d'après-guerre. Il y a un côté un peu post-apo quelque part dans certaines séquences. Là, c'est plus de filmer des maisons abandonnées par leur famille parce qu'elles ont dû fuir. Et ce qu'elle va faire, elle, ce qui la distingue du film de Vasilevich, c'est qu'elle va utiliser des enregistrements. Parce que là, c'est là où le documentaire est intéressant, c'est qu'elle va rencontrer tout un tas de personnes différentes. Elle a passé des années à filmer son film en se baladant en Ukraine. Et régulièrement, elle va nous faire entendre les témoignages qu'elle a recueillis. Et c'est là qu'on se rappelle que le documentaire, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Je suis désolé, c'est vraiment beaucoup trop fort. C'est ces moments où tu te prends une scène et tu comprends qu'il y a des choses que tu peux pas écrire. Il y a des choses que si tu les imagines en tant que scénariste, tu les écris pas parce que tu les trouves pas assez crédibles. Et puis un jour, c'est un documentaire qui le fait parce que c'est quelqu'un qui l'aura dit, comme ça, en parlant à un micro à une cinéaste qui se balade pour son film un peu partout. Et c'est des dialogues qui chopent. Et des scènes tellement extraordinaires. Moi, une autre scène que je trouve très belle, c'est un gamin tout seul dans une maison abandonnée. Il joue à la guerre, tout seul dans un jardin, avec une fausse mitraillette en bois. Donc c'est vraiment... C'est le Lonesome Cowboy, quoi. Voilà. Tu crois pas s'il vient dire. Et donc ça, c'est un plan très simple. Pendant 30-40 secondes, on regarde ce gamin qui joue tout seul. Voilà. Au bout d'un moment, on a un deuxième plan plus large. On voit qu'il y a un chien sur le côté. On voit qu'effectivement, il est tout seul dans un coin abandonné. Le chien se met à aboyer. Il y a un avion qu'on entend au loin. Un avion qui arrive très très vite, de plus en plus fort. On a mal aux oreilles. Un putain d'avion de chasse semble passer au-dessus de la maison. Le gamin prend peur, se réfugie contre la maison. Et il se passe rien. C'est juste un avion de chasse qui passait très très vite. Et il attend 20 secondes et puis il se remet à jouer. Voilà.
Le quotidien ce de genre la de guerre. le quotidien de la guerre. On va le voir lui comment il joue avec ses potes aussi à la guerre. Enfin bref, c'est plein de petites choses comme ça. Moi, comme j'ai eu un problème de sommeil et de digestion au début du film, Oui. j'ai eu du mal à garder un rythme constant, ou tout simplement à m'habituer au rythme du film tout du long. Du coup, vers la fin, je regardais un peu mon téléphone. Mais c'est un documentaire vraiment très très beau. Alors même qu'il est passé à Venise et qu'il passe à La Rochelle, il n'a toujours pas de distributeur. Il est coproduit par Arte, parce que Arte, de ce qu'on m'a expliqué avant la projection, a un programme de financement d'une dizaine de films ukrainiens, pour parler du conflit notamment. Et donc il passera sur Arte en décembre. Encore aujourd'hui, on ne sait pas si le film sera distribué. Ok. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que La Rochelle, c'est un peu une dinguerie. Oui. C'est que, voilà, comme il disait à la cérémonie d'ouverture, on est un peu des vénards. Parce que peut-être on ne reverra jamais ce film, à part en décembre, sur une télévision branchée sur Arte, quoi. Enfin, voilà. Donc si jamais vous avez l'occasion de le voir, ça s'appelle Ukraine, la guerre ordinaire, de Olga Jouva. Et c'est très très beau. Eh bien, merci Thomas pour De rien. cette découverte. Et maintenant, passons à Terrorizer de Oui, Edward Young, de le Edward premier Young, film qu'on a vu d'Edward Young. C'est ça, le premier de Young. Film qui nous a un peu... Alors, c'est pas mauvais, il y a rien... C'est simplement que le film a une narration un peu particulière et un rythme très lent, avec plein de personnages qui sont un peu dispatchés dans plusieurs histoires. Et l'histoire qui vient se réunir à la fin. Mais donc ouais, c'est une expérience un peu particulière. Personnellement, j'ai encore lutté contre le sommeil, mais je n'ai pas dormi. J'ai voulu rester, mais j'avoue que malgré cette résistance, j'ai pas été totalement conquis par ce premier film d'Edward Young. Et vous, les amis? Malheureusement un petit peu la même, hein. Alors c'est super cool en termes de mise en scène, il y a une vraie science du cadre que je trouve géniale, même si c'est dans une pure simplicité, mais c'est archi bien cadré, il y a plein d'idées, ne serait-ce que, je sais pas moi, filmer quelqu'un derrière des rideaux pour montrer que le personnage est un peu plus effacé, que ça va pas dans une relation de couple, etc., qu'il y a des émotions qui fluctuent un petit peu comme ça, c'est archi simple, c'est une idée toute bête, mais ça fonctionne drôlement bien et c'est super. Et à côté de ça, ouais, tu l'as dit, il y a un rythme qui en effet fonctionne pas toujours au mieux. Il y a des petits défauts parce que j'étais pas dedans, je pense aussi, qui m'ont un peu sauté à la figure, que ce soit la restauration et certains plans stabilisés, même si peut-être que si on nous l'avait pas dit avant, on l'aurait peut-être remarqué sur 2 plans tout pétés et pas sur la moitié. Des petits soucis de synchro, des trucs comme ça. Mais sinon, non, je crois que je suis rentré dans le film dans les 15 dernières minutes. donc malheureusement... Au moment où les personnages se réunissent un peu et que l'histoire un peu... commence. Justement, c'est dire, toi, t'as lutté contre le sommeil, du coup tu as bien intégré comment les histoires se réunissaient sur le tard, mais on a progressivement tout un tas de choses qui nous rappellent, ok, machin bidule les trucs, se sont déjà rencontrés, machin, là ils viennent de se rencontrer, du coup c'est pour lui, c'est machin, mais c'est sur le tard que ça devient plus clair. Mais oui, c'est dire notre capacité de compréhension et de concentration face à un film qui nous frustre un peu, qui nous laisse sur le côté globalement. Malheureusement, moi je suis assez curieux d'Edward Young et de ses films, parce que j'aime bien Wu Xiaoxian, qui est un de ses confrères dans la nouvelle vague taïwanaise, comme nous l'a expliqué Shana le premier épisode. Oui, c'est un film qui... moi, le début m'attrapait plutôt. Je suis assez curieux, moi, de ces films. En plus, que ça démarre, il y a une espèce d'intrigue policière un peu, puisque un des deux personnages, pas tout à fait policière, mais un des deux personnages qui est pris dans le récit, sont pris dans une espèce de braquage. On nous présente vite fait un espèce de commissaire avec une drôle de gueule, et il est assez rigolo et assez iconique. Donc il y a des petites choses comme ça. On a une espèce de petits mystères pour nous, spectateurs, d'essayer de comprendre au début qui sont ces 5-6 personnages qu'on nous présente, sans contexte, sans explication, pourquoi on les suit tous. Qu'est-ce qu'il y a... Donc il y a une espèce de petite curiosité qui s'installe. Et malgré tout, voilà, le film avance. Les quelques scènes qui sont là pour nous introduire, pour nous faire voir ces personnages, pour nous les montrer, pour qu'on s'émeuve de leur vie. Bon, bah, c'est pas toujours des scènes qui fonctionnent très très bien sur moi, en tout cas. De temps en temps, il y aura des scènes très jolies. Moi, je me souviens d'une scène où c'est une maman qui s'est engueulée avec sa fille, et au milieu de la nuit, elle se met de la musique. Et puis, bon, elle va dans la chambre de sa fille, et puis elle se fait un câlin. C'est un truc tout simple. Elle fume une clope comme ça. Oui, cette scène existe. Écoute, je t'incite à revoir le film un jour. Ah oui. Donc, cette scène, bon, c'est des petites scènes simples. Ouais. Bah, la braqueuse qui s'est blessée le pied, elle retourne chez sa mère.
Quand elle rentre, sa mère l'engueule de fou. Et une nuit, la mère, elle s'écoute de la musique toute seule dans son appart, en fumant une clope. Et après, elle se lève, elle va dans la chambre de sa fille, puis elle se rend un câlin. Voilà, c'est tout. Mais voilà, bref, le film est assez frustrant. Moi, j'ai toujours envie d'essayer d'autres Edward Young. Peut-être E.E., peut-être A Bread for Summer Day, qui sont vraiment les deux gros iconiques, mais un peu longs, mais iconiques quand même. Et j'ai un peu envie d'essayer. Mais ouais, on a un peu raté le coche pour celui-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur The Terrorizer de Edward Young. Demain, dans l'épisode 4, c'est ça, on vous parlera de Jodie Foster, parce que c'est la journée avec Jodie Foster. Et aussi d'autres films sûrement qu'on aura le temps de voir. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube et les autres. Et d'ici là, soignez-vous bien en regardant des films, abonnez-vous, ciao.